Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur le report du projet de loi El Khomri. La pression sociale et politique semble avoir fait reculer le gouvernement. Et maintenant, est-ce un simple report ou un rétro-pédalage sur le fond face à la défiance qui grandit? Le débat est à suivre. En Iran, la montée en puissance des réformateurs, les alliés du président Rouhani sont plébiscités à Téhéran face au bloc conservateur. Alors, quelles conséquences pour le pays et qu'attend-on vraiment de ce bloc réformateur? De nombreux invités entre compagnie tout à l'heure. Enfin, l'entretien, vous le connaissez en tant que militant communiste adjoint à la mairie de Paris. Et bien ce soir, c'est le petit-fils de l'espion de Moscou que je reçois. Yann Brossa nous plonge dans son incroyable histoire familiale. L'espion et l'enfant, c'est le titre de son récit chez Flammarion. Voilà pour le programme, merci de votre fidélité. Tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Une quinzaine de jours, Manuel Valls se donne 2 semaines pour tenter de calmer le jeu et ajuster le projet de loi sur le travail. Pas de retrait selon le Premier ministre, mais plutôt du temps pour la concertation avec les partenaires sociaux. Sophie Normand-Couturier. Manuel Valls s'est chargé lui-même de l'annoncer ce matin depuis les allées du Salon de l'Agriculture. Le texte sur la réforme du travail sera présenté en Conseil des ministres 15 jours plus tard que prévu, le temps de rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux. Donnons-nous quelques jours de plus pour approfondir la discussion, pour corriger ce qui doit l'être. Il faut lever un certain nombre d'incompréhensions, il faut expliquer, répondre à toute une série de fausses informations qui sont données sur ce texte. Face à des syndicats remontés et à une partie de la gauche qui s'insurge, le gouvernement propose donc la discussion. Pas suffisant pour les quelques 772 000 signataires de cette pétition. Ils exigent le retrait du texte et reçoivent l'appui des organisations lycéennes et étudiantes, les plus rapidement mobilisables. On est partie prenante du mouvement social, les étudiants sont des futurs travailleurs, des travailleurs en formation. C'est normal qu'on ait notre mot à dire sur la façon dont on va être mangé dans le monde du travail. Le report n'y changera rien et la journée d'action du 9 mars est maintenue. Étudiants et lycéens devraient venir grossir les rangs d'un mouvement partagé avec les syndicats de salariés. Au moins 4 personnes ont été interpellées à Calais. Des affrontements ont éclaté aujourd'hui lors du démantèlement de la zone sud de la fameuse jungle. L'opération a débuté ce matin sous la protection des CRS. Le ministère de l'Intérieur avait promis le calme. Ça n'a pas été le cas. Clotilde Hazard. Le climat s'est tendu cet après-midi dans la jungle de Calais. Des affrontements ont eu lieu après l'incendie d'une cabane. 3 militants et 1 migrant ont été interpellés. 5 CRS blessés. Ils ont été caillassés par les no-borders et par certains migrants. C'est dans ce cadre-là que les CRS ont recouru donc, pour se protéger et pour reprendre le périmètre à des tirs de lacrymogènes. Ce matin, une vingtaine d'ouvriers avaient commencé à démonter à la main les abris situés dans la zone sud, où vivent plus de 800 migrants, 3500 selon les associations. Une centaine de policiers les encadraient. Ils sécurisaient aussi les maraudes sociales de la préfecture. Et ils sont passés dans tout un quartier en disant aux gens vous avez 1 heure pour bouger. Ils leur ont donné un papier leur expliquant qu'ils pouvaient aller soit dans la zone de containers, soit dans les CAO, soit dans les tentes bleues. Les maraudeurs tentent ainsi de convaincre les migrants de rester en France, dans les centres d'accueil. Une mission délicate, car la majorité des migrants de Calais n'attend qu'une chose, traverser la Manche, destination le Royaume-Uni. Réforme du code de la route. Maintenant, les auto-écoles ont obtenu un report de 15 jours. Des opérations escargots ont eu lieu toute la journée contre la mise en place du nouvel examen du code de la route. Elle se fera finalement en mai. Un délai supplémentaire pour mieux préparer les élèves à la nouvelle épreuve. En bref, les régions vont bien piloter le plan de formation supplémentaire de 500 000 chômeurs. L'État le financera à hauteur d'1 milliard d'euros. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a reçu tout à l'heure les présidents de région et les partenaires sociaux. Des fusils d'assaut, des casques lourds et des gilets pare-balles, l'arsenal des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, a été renforcé pour faire face à la menace terroriste. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a souhaité aujourd'hui donner des moyens de riposte à ses agents. Le budget sera de 17 millions d'euros. Et c'est un Premier ministre malmené. La politique de Manuel Valls est contestée de toutes parts, même au cœur de son propre camp. On en parle ce soir avec Sonia et ses invités.
Oui, et l'exécutif fait face à une défiance importante. Le chef de l'État et son Premier ministre sont bousculés, attaqués sur plusieurs fronts en même temps. Crise paysanne, bien sûr, contestation du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, loi du travail, évidemment, sur laquelle un report a donc été annoncé. Les turbulences et convulsions à l'intérieur du camp de l'exécutif sont nombreuses. On en parle avec nos invités ce soir. Corinne Narassiguin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes la porte-parole du Parti socialiste. Nous accompagne ce soir Cécile Cornudet, bonsoir. Sonia. Éditorialiste politique aux Échos. Avec nous également Christine Claire, bonsoir. Essayiste, journaliste politique. Et nous accompagne aussi Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Vous êtes sondeur, président de l'Institut Pollingvox. Alors, mesdames, messieurs, je voulais d'abord vous faire réagir au contexte. Christine Claire, pour qualifier une période tendue en politique, on utilise souvent, parfois peut-être trop souvent, le mot de défiance. Mais aujourd'hui, est-ce que ce mot est adapté à la réalité? Oui, j'allais utiliser le mot de fin de règne, mais évidemment, ça sent la fin de règne. Et ça sent les convulsions d'une société qui a beaucoup de mal à s'adapter à un mouvement bon ou mauvais. Et on retrouve des souvenirs de mai 68. Et je comprends la crainte du gouvernement qui est que toutes ces colères se conjuguent. Les étudiants, les agriculteurs, donc on comprend la crainte, le recul, la prudence. On est dans une période où il n'y a pas de résultat sur l'essentiel, c'est-à-dire le chômage. On attend une croissance économique comme on attend Serrane venant des États-Unis. Et pour le moment, c'est vrai que la crainte du gouvernement, c'est surtout que ça explose. Alors, est-ce que c'est le cas, justement, Corinne Narassiguin? Est-ce que c'est ce que dit Christine Claire, cette coagulation des mécontentements qui aurait donc fait reculer l'exécutif sur le projet de loi du travail? Je crois que il y a un cas particulier là du projet de loi du travail qui est une réforme extrêmement importante et qui doit être bien comprise et qui doit être le résultat d'un compromis intelligent. Et donc, je pense que face aux contestations qui souvent sont fondées sur des fantasmes, mais aussi sur des points de crispation réels, il faut faire le tri entre le vrai et le faux. Vous trouvez qu'il y a du fantasme dans la contestation Je pense que sur une partie des choses qui sont contestées, en fait, c'est du fantasme, parce que c'est des choses qui ne sont pas dans le projet de loi. Il y a des vraies contestations sérieuses sur des points réels qui sont dans la loi, et Jean-Christophe Cambadélis a même été le premier à les mettre en exergue, ces points de crispation. Et donc il y a du progrès à faire, et donc c'est important qu'on reprenne une consultation. Il y a eu beaucoup de consultations syndicales auparavant. Il y avait eu un accord sur les grands, il y avait eu un accord sur les grands principes, et puis dans la traduction dans les détails, il y a aujourd'hui des problèmes, des incompréhensions. Donc il faut résoudre ça parce que c'est une loi essentielle. On va rentrer justement dans le vif du débat. Voilà. Sur ce point, c'est important, Corinne Narassiguin. Je voudrais juste m'arrêter sur ce point parce que vous dites qu'il faut reprendre. Donc pour vous, une partie de la consultation a été faite, mais ce qu'on dit beaucoup, Cécile Cornudet, c'est qu'il y a eu une très grande impréparation pour ce projet de loi qui est si important, comme vous le dites d'ailleurs. Effectivement, je pense qu'il y a eu une grosse préparation en coulisses. Ça fait des mois que Manuel Valls travaille sur ce projet, mais en secret. Et très peu de gens étaient au courant. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le projet est sorti dans la presse, a fuité beaucoup plus vite que prévu. Et du coup, il n'y a pas eu le temps de la pédagogie, de la communication. Tout le plan de communication et de concertation qui était prévu est passé à l'as. Donc c'est très mal parti dans tous les sens, d'où l'impression d'une partie de la gauche d'avoir été pris en traître, parce que c'était pas du tout les indices qu'on avait que ce projet de loi irait aussi loin. Et voilà, aujourd'hui, ce que tente Manuel Valls, c'est de dire stop, on repart à zéro, on consulte, on prend du temps, comme pourrait faire effacer ce démarrage. Je vais vous redonner la parole, Corinne Narassiguin, mais je voudrais juste savoir d'un point de vue, j'allais dire dans l'opinion pour les Français, est-ce que la crainte, ce serait d'avoir aussi, c'est cette perception-là, une sorte de CPE de Villepin, finalement, avec toute la contestation qu'il y a eu, il pourrait y avoir ce genre de blocage? C'est pas la crainte dans l'opinion, c'est la crainte chez les gouvernants et chez les soutiens de ce projet. Par rapport au projet, à la communication, permettez-moi de dire que je suis en total désaccord par rapport à ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de problème de communication, il n'y a pas de problème de pédagogie. Les gens ont parfaitement compris de quoi il s'agissait. Et par ailleurs, c'est pas non plus un problème de communication, puisque de toute façon, c'est dans la lignée du pacte. Alors, quel est le problème? Non, c'est dans la lignée du pacte de responsabilité. Il y a eu le CICE, il y a eu l'ANI qui déjà transféré vers l'entreprise les négociations. On sait bien que négocier dans le cadre d'une entreprise, quand vous avez 5 millions de chômeurs, c'est bien sûr
établir un déséquilibre total de négociation entre l'employeur et les salariés, c'est le principe même des relations sociales. Et par ailleurs, vous avez eu le chef de l'État qui a annoncé à plusieurs reprises cette réforme du Code du travail. Et quand on dit réforme du Code du travail, c'est bien sûr donc pour vous, c'est dans la droite ligne du tournant social-libéral? Tout à fait, c'est bien sûr une lutte pour la réduction du coût du travail et donc pour la dégradation du rapport... Pourquoi tant de contestations? Non, parce que ça signifie tout simplement la dégradation du partage de la valeur ajoutée dans les entreprises aux dépens du salariat. Et c'est la gauche qui, effectivement, mène cette cause historique. Pas seulement, moi je ne suis pas d'accord. La préparation avait été faite pour un changement des règles de négociation renvoyées à l'entreprise, mais ce qui est complètement neuf et qui a pris tout le monde pas surprise, c'est les règles, la définition du licenciement économique et le plafonnement des indemnités prud'homales. Sur ces deux aspects, personne ne s'attendait à ça. Ah oui, c'est un petit bonus. Voilà, oui. Il n'y a pas eu de préparation en coulisses, puisque ça a commencé dès septembre dernier avec le rapport Combrexel, notamment justement sur la question de la négociation collective et donc de changer le rapport entre la loi et ce qui est décidé par négociation collective de branche ou d'entreprise. Donc ça, c'est en discussion ouverte avec les syndicats depuis le mois de septembre. La question du barème des prud'hommes, on avait essayé de faire passer ça dans la loi Macron, ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel, on avait annoncé que ça allait revenir sous une autre forme. Donc il n'y a pas non Corinna Rasiguin, pardonnez-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre ce rapport Combrexel et cette contestation très vive dans votre camp? Mais je pense qu'il y a effectivement certains points, donc effectivement sur le détail de cette réforme prud'homale sur les barèmes, sur effectivement ce qui a été rajouté à la dernière minute sur les licenciements économiques. Ça c'est un vrai problème. Et il y a aussi eu des discussions qui sont posées aujourd'hui sur la question du référendum d'entreprise qui ne faisait pas partie des négociations d'origine. Mais dans l'ensemble, juste pour terminer là-dessus, dans l'ensemble sur les grands principes, c'est-à-dire sur le principe de changer la méthode de fonctionnement même du marché du travail, de la vie quotidienne dans l'entreprise, en donnant une place beaucoup plus importante à la négociation collective et aux accords majoritaires, et sur le fait de lancer le compte personnel d'activité qui est la voie vers la sécurité sociale professionnelle, ça, ce sont des principes sur lesquels on était en accord avec les syndicats. Je suis étonnée de la part des porte-parole d'un grand parti politique, d'un langage aussi rationnel et technique. La politique, vous avez parlé tout à l'heure de fantasmes, mais la politique, ce sont des sentiments, ce sont des angoisses aussi. Et là, peut-être qu'avec ce projet, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a parlé tout récemment de la tribune de Martine Aubry et autres. Bon, il y a eu quelques motifs d'angoisse. Alors, bien sûr que les gens ont peur d'avoir... Ils ont tort d'avoir peur, ils ont tort, mais il faut les prendre comme ils sont. Voilà, un peuple est comme ça, il a des fantasmes, il a des angoisses, et un gouvernement est confronté à ça. Et souvent, quand les gouvernements n'arrivent pas à faire passer une loi, ils disent ça a été un défaut de communication, ou bien c'est le peuple qui n'a rien compris, généralement. Ou bien le gouvernement a sous-estimé tout l'aspect politique. C'est vous dire, Corinna Rasiguin, au-delà des détails dont vous parlez. Il a sous-estimé surtout la conjonction de tous ces malaises. De la même façon qu'on essaie de ramener le malaise de l'agriculture à un problème de prix du lait, etc. C'est pas ça, c'est un grand problème identitaire aussi. C'est un peuple qui veut pas mourir. Bon, alors si on ramène tout à des détails techniques, on comprendra jamais rien. Sur une loi comme la loi du travail, si on n'entre pas dans le rationnel et si on est uniquement dans l'émotionnel, c'est pas comme ça qu'on va faire baisser le chômage. On est quand même d'accord là-dessus. Maintenant, je suis en désaccord avec vous, pour le coup, sur le fait que les gens ne devraient pas avoir peur. Moi, je comprends pourquoi il y a des peurs et des angoisses en général dans la société. Vous avez parlé de dans nos sociétés, pas uniquement en France. Et je comprends pourquoi, d'où viennent ces fantasmes, même si je les regrette. Parce que nous faisons face à une confluence de crise, le terrorisme, la sécurité, la mondialisation, la crise économique, les résultats surtout qui la crise européenne, le chômage qui effectivement reste encore en dents de scie, même si on commence à avoir des résultats concrets, c'est-à-dire qu'on est passé dans une phase de création d'emplois qui est plus importante que les destructions. Donc on est quand même de manière significative sur le chemin du redressement, même si les résultats ne sont pas encore tous là. Il y a la question maintenant de savoir, pardonnez-moi, juste aussi là-dessus, ces angoisses, elles sont
sont réelles et elles sont normales parce que nous sommes dans un monde en mutation. Et ces angoisses, elles ne s'expriment pas qu'en France. Parce que l'Espagne n'a pas de gouvernement depuis plusieurs mois. L'exemple, ça avance. L'Allemagne et la CDU est en train de se rébeller contre Angela Merkel. Je reviens à la France. La Grande-Bretagne, ils sont divisés. La Grèce, ils se sont divisés aussi. Si on se compare, on se console, c'est ça. Non, mais c'est pour dire que c'est un problème plus global. C'est pas pour nous dire que c'est pire ailleurs. C'est pas de dire que c'est pire ailleurs, c'est de comprendre le contexte dans lequel on vit. Mais qui n'est pas un problème franco-français et qui ne se résoudra pas d'une manière franco-française uniquement. Malgré tout, le social-libéralisme avance un petit peu partout, notamment en Italie, mais on y reviendra. Toute la question est de savoir, Jérôme Sainte-Marie, un report, est-ce que c'est une pause, un recul pour mieux sauter ? Ou est-ce que ce n'est pas, justement, c'est pour ne pas sauter du tout? Toute la question consiste à savoir, en 15 jours, que peut faire le gouvernement sur ce projet de loi? Vous parlez en tant que sondeur, en l'occurrence. Ce qui apparaît simplement, c'est qu'effectivement, le marché qui est proposé à l'opinion, et notamment aux salariés, en disant, bien... il y a quand même une dégradation de fait des conditions de négociation des salariés. Sinon, vous n'auriez pas le soutien de Laurence Parisot, de M. Gattaz, de M. Régnier. Enfin, il faut être sérieux. Et donc, par ailleurs, mais par contre, vous avez un marché qui est proposé, c'est dire, eh bien, effectivement, ça ne sera pas forcément aussi avantageux, mais par rapport au mal prioritaire, c'est-à-dire le chômage, eh bien, ça sera meilleur. Pour l'instant, ce raisonnement-là ne semble pas encore prendre dans l'opinion. C'est peut-être ça la surprise. C'est vu le niveau du chômage, on aurait pu penser que les gens étaient prêts à tout accepter. Ça ne semble pas être le cas. Pour l'instant, les sondages, alors ça dépend comment on pose la question, il faut être tout à fait honnête, sur cet avant-projet de loi, sont plutôt négatifs et on sent qu'il y a peut-être un risque ou une opportunité de coagulation des luttes. Je suis particulièrement sceptique là-dessus parce qu'on sait très bien qu'il n'y a quasiment plus de grève en France dans le secteur privé. Mais il y a des pétitions numériques maintenant. Oui, mais enfin, vous savez, quand vous êtes dans le privé menacé par le chômage, vous n'allez pas vous mettre en grève, etc. On se met en grève dans le privé. Les étudiants qui... Uniquement, alors, les étudiants, et voilà. Donc en fait, le risque du mouvement social n'est pas très élevé, mais par ailleurs, vous avez effectivement un sentiment très profond chez les électeurs de gauche que, au fond, non seulement, c'est pas une question de trahison du gouvernement, c'est une question de se dire, au fond, il y a une forme de reddition idéologique totale à la logique libérale, parce que c'est le fait de dire ça, c'est faux. Non, mais vous permettez à mes cheveux blancs de s'exprimer. Le raisonnement selon lequel, eh bien, il faut que l'employeur puisse licencier plus facilement pour pouvoir embaucher plus facilement. C'est un raisonnement que j'entends depuis toujours, c'est-à-dire que c'est porté par M. Madeleine notamment, et contre lequel François Mitterrand, etc., a toujours combattu. Donc, si vous voulez, vous dites à vos électeurs qu'au fond, les bonnes solutions, mais vous avez peut-être raison, il y a les bonnes solutions sont le contraire. Vous allez réagir. Je voudrais juste, Corinna Raskin, qu'on écoute une réaction politique, celle du sénateur Les Républicains Roger Carucci. Vous allez voir ce qu'il pense de ce report. Il y a 10 jours, je disais, est-ce que la loi El Khomri ne va pas être une loi mort-née? Maintenant, je le confirme, elle est mort-née. Parce que quand le Premier ministre dit « je veux revoir ce texte de loi pour voir si je le modifie », pourquoi il ne l'avait pas lu avant? Madame El Khomri avait fait un texte de loi sans passer par Matignon. Monsieur Valls a découvert qu'il y avait un texte de loi sur le travail. C'est une farce, c'est grotesque. Ça veut clairement dire que nous avons un gouvernement en fin de parcours, qui ne tient plus sa majorité, qui ne tient plus le Parti socialiste, qui ne tient d'ailleurs plus rien, et qui, dès qu'il y a une vaguelette, recule. C'est un gouvernement au fil de l'eau. Un gouvernement au fil de l'eau, face à la vaguelette, vous auriez reculé, et donc lui il parle, ça y est, d'un abandon. Non, moi je lui laisse la responsabilité de ses propos. Moi je pense que c'est une loi. Il faudra absolument aller au bout de cette réforme. Mais il faut que ce soit une bonne réforme. On l'entend depuis longtemps. Il faut que ce soit une bonne réforme. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, maintenant, aujourd'hui, de lever les points de crispation, de les dépasser, de les corriger, avant même le dépôt en Conseil des ministres. Et ensuite, il y aura le travail parlementaire qui devra prendre toute sa place. Mais pour revenir sur la question de la libéralisation, moi je ne vois pas en quoi introduire ce qu'on n'avait jamais fait avant en France, introduire la démocratie sociale, ça serait un tournant libéral. Il faut dire aux syndicats. Mais justement, mais les syndicats sont d'accord sur ce principe. Ils ont des désaccords sur des points de détail, sur la mise en œuvre de certains éléments. Mais sur le principe, ils sont d'accord sur le fait qu'il y a un nombre de choses qui relèvent de l'organisation au quotidien du travail, qui doit passer par des accords majoritaires. Bien compris. Sur certains points, il y a un accord. Évidemment, ce n'est pas tout le bloc qui est rejeté. Mais maintenant, donc ça, c'est une meilleure protection des salariés.
respecter les accords Cécile majoritaires. Cornudet, la faute à qui cette situation? Parce qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Est-ce que François Hollande, avec son tournant social-libéral, comme l'a dit Jérôme Sainte-Marie, eh ben, elle a annoncé trop tardivement ce projet de loi, cette réforme? Moi, je dis libéral. Alors, on ne va pas jouer sur le mot, mais est-ce que ce sont des textes normalement de début de quinquennat? Il avait annoncé dès sa première conférence de presse, où il avait cité M. Gallois au moins 4 fois, au point qu'on se demandait s'il n'allait pas nommer M. Gallois, ex-PDG d'Air France, Premier ministre. Mais après, les suites ont tardé à venir. C'était ça. Il n'y a pas eu sur le marché la du cohérence travail attendue. C'est très tardivement. Et aujourd'hui, il est tellement affaibli que c'est vrai qu'il faut avoir des muscles politiques pour vendre ça à son propre camp. Et c'était pas du tout dans la campagne non plus. On ne peut pas dire qu'il a été élu sur ce genre de proposition, même en filigrane, même dans l'ambiguïté du discours du Bourget. Ça se profile pas du tout. Donc c'est ça qui est un peu difficile. Et à mon avis, c'est un peu aussi ce qu'il y a derrière. C'est que la gauche aujourd'hui, elle est fracturée sur le fond. Certes, il y a une partie de la gauche qui n'aime pas ce discours dont parle Jérôme Sainte-Marie, mais elle est aussi déçue, en colère contre François Hollande et contre Manuel Valls. Il y a eu la déchéance de nationalité, il y a un arrière-fond politique qui fait que la gauche aujourd'hui n'est pas du tout prête à donner quitus à François Hollande sur quoi que ce soit, y compris sur ça. Je me demande si ça ne va pas plus loin que ça, s'il n'y a pas une angoisse, j'allais dire, existentielle, si la gauche ne se demande pas, est-ce qu'on peut encore être de gauche? Enfin, est-ce que les solutions préconisées par la gauche peuvent encore donner de l'emploi? Parce qu'on avait vu les promesses de Mitterrand, qui est passé quand même de 1 à 2 millions de chômeurs, on a vu les promesses de Hollande. Et au fond, est-ce qu'il est encore possible d'appliquer dans le monde d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est dans le monde en crise, mais et avec quels alliés? Je me demande toujours avec quels alliés? Avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, avec quels alliés en Europe? Avec les États-Unis? Personne ne va dans cette voie. Est-ce que la France seule peut choisir une voie qui corresponde aux rêves d'une certaine gauche qui est maintenant presque minoritaire? Bon. C'est quand même la question. Et est-ce que ce programme peut donner des résultats? Où le voit-on? Où est le modèle? Autrefois, il y a eu le modèle suédois. Il y a plus de François Hollande peut vous dire que le modèle, il ne le dit pas ouvertement, c'est quand même Gerhard Schröder qui l'a entrepris il y a plusieurs années. C'est le modèle allemand. Ça peut être le modèle allemand, je pense social-démocrate. C'est clair. Il y a une angoisse existentielle au sein de la gauche. Et d'ailleurs, Manuel Valls lui-même a parlé de clarification en disant qu'il y avait deux gauches très différentes. C'est-à-dire, y a-t-il encore la place pour un projet social-démocrate de redistribution dans l'état du capitalisme, pour dire les choses clairement, tel qu'il est aujourd'hui en Europe. Et je pense, juste pour vous laisser la parole, et sous votre contrôle, que beaucoup de choses, beaucoup de remous qui se passent actuellement, y compris au sein du Parti socialiste, ne tiennent pas à un quelconque surmoi marxiste ou des trucs comme ça qui sont totalement fantasmatiques. Mais simplement, quand je rencontre des élus, y compris des élus locaux, à une angoisse très concrète, qui est de se dire, on a toujours eu un rapport privilégié avec le salariat. Les salariés, finalement, sont toujours, notamment les salariés d'exécution, sont toujours revenus vers nous aux élections, y compris les ouvriers d'ailleurs, 58% pour François Hollande au second tour, et il ne les voit plus revenir. Et très concrètement, non seulement dans les sondages maintenant, c'est les retraités, les cadres supérieurs qui sont les plus favorables à l'exécutif, ce qui est quand même une révolution sociologique, et par ailleurs, aux élections intermédiaires, on a bien vu que la surabstention des catégories populaires, ou même des catégories simplement salariales, les classes moyennes salariées, eh bien aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans un gouvernement, et encore, ça c'était avant justement cette loi El Khomri. Et donc c'est cette crainte qui est non seulement idéologique, mais avant tout même électoraliste, qui anime une bonne partie des cadres du Parti socialiste. Il y a ce questionnement de Jérôme Sainte-Marie, et c'est assez quand même inédit dans l'histoire politique. La bataille homérique à laquelle on assiste, elle n'est pas entre deux camps politiques, à l'intérieur d'un même camp, et ça promet pour 14 mois encore. Quel est votre sentiment, votre analyse de cette situation? Je pense qu'on reverra assez nettement le clivage entre la gauche et la droite une fois que la droite sera pleinement entrée dans sa primaire, parce que là, elle se contente de profiter de la zizanie à gauche. Vous offrir une majorité, mais elle se contente de profiter de la zizanie à gauche pour ne pas, elle en profite pour ne pas parler de ce qu'elle a à proposer, qui est là un vrai programme ultralibéral. Mais par contre, c'est vrai que on a une gauche qui fait face à beaucoup d'interrogations, comme les Français dans leur ensemble. C'est-à-dire que on fait face à ces mutations du monde économique, qui est beaucoup plus complexe que lorsqu'on avait construit nos théories économiques, y compris après Épinay dans les
les années 70, etc. Et donc maintenant, il faut faire face à une économie mondialisée mais donc, qui est sans cesse. Mais concrètement, donc, il faut clarifier, il faut que ces deux gauches, comme l'a dit Manuel Valls, elles sont irréconciliables pour vous non, aussi, je porte-parole du PS? Je ne crois pas qu'elles soient irréconciliables. Il y a une gauche qui sera toujours dans la contestation, une extrême gauche, on va dire, qui sera toujours dans la contestation et qui ne voudra jamais assumer le pouvoir. Du PS, mais par contre, au sein du Parti socialiste, je pense qu'en réalité, nos divergences sont souvent montées en épingle par rapport à des convergences qui sont beaucoup plus fortes. La tribune était montée en épingle? Mais moi, ce que je regrette dans cette tribune, c'est qu'elle manque de propositions. C'est ce qu'a dit Manuel Valls. Mais c'est très important ce que vous dites. C'est un comportement d'opposant. Mais oui, Cécile, expliquez-nous. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'il y a des lois... Parce qu'ils n'aiment que ça. Être opposant. Il y a des militants socialistes ce week-end qui tractaient dans la rue des tracts anti-loi El Khomri. C'est des comportements d'opposants. Mais je note que Corinne Narassiguin, elle ne parle pas de position irréconciliable. Là, on parle à l'intérieur du Parti socialiste. Mais dites-moi... Nous sommes dans un travail de dépassement du Parti socialiste et d'union la plus large possible. Donc oui, et c'est vrai qu'il y a une différence d'approche entre ce que fait Jean-Christophe Cambadélis au Parti socialiste et la manière dont s'exprime Manuel Valls. Alors, d'où la question, est-ce qu'il y a deux stratégies aujourd'hui entre... C'est la question qu'on pose souvent entre Manuel Valls et François Hollande, qui pense d'abord à rassembler son camp. C'est une loi d'airain en politique. Si on veut gagner, on doit d'abord rassembler son camp. Pas aujourd'hui. C'est la première fois, ce ne sera pas le cas, parce qu'il y a une chose énorme qui surdétermine la période, c'est bien sûr 2017 et le second tour de 2017. Et on sait une chose, c'est que, on sait une chose, l'hypothèse la plus probable est que Marine Le Pen sera au second tour, grâce notamment au renfort des catégories populaires qui ne votent plus pour la gauche. Et dès lors, la stratégie est... C'est très probable. Oui. Pardon, c'est très probable. Oui. Et dès lors, évidemment, l'enjeu pour les deux forces du gouvernement est de savoir qui va représenter ce pôle réformiste, notamment avec les 15 millions de retraités qui votent très largement pour la réforme du Code du travail. Et donc, c'est de savoir qui va représenter face au pôle souverainiste et populaire, eh bien, un pôle plus bourgeois. Donc c'est celle-ci la recomposition politique. Et là, il y a certains à gauche, semble-t-il, chez vous, qui considèrent qu'il faut toujours rassembler la gauche, et d'autres qui considèrent, Manuel Valls le dit quasiment clairement, de manière qu'Alain Juppé, il faut être le premier. Il faut être le champion de ce camp réformateur. C'est une autre histoire par rapport à l'histoire de la gauche traditionnelle. C'est la stratégie Rocard contre la stratégie Mitterrand. On en est quand même toujours un peu là. Oui, mais Rocard était largement battu, donc là, aujourd'hui, ça peut marcher. Oui, ce qui est compliqué pour François Hollande, on a l'impression qu'il essaye de jouer les deux. Qu'à la fois, il fait un remaniement pour rassembler, faire revenir les Verts, et à la fois, il est en accord avec Valls. Valls n'a pas forcé François Hollande sur cette loi El Khomri pour et le Premier ministre reste Monsieur Loyal pour le moment. On verra ce qu'il en sera dans quelques temps. En tout cas, merci d'avoir accepté ce débat. Il n'y avait pas beaucoup de socialistes pour venir. Donc merci encore Corinne Narassiguin et merci à vous pour cette analyse. Restez avec nous parce qu'on va parler à présent du Super Tuesday. C'est demain et c'est une étape cruciale des primaires américaines. Et on va s'intéresser ce soir au programme économique de Donald Trump. C'est l'édito Écho. Il aborde le Super Tuesday en position de force, malgré de nouvelles outrances, malgré d'autres polémiques. Eh bien, Donald Trump poursuit sa progression. On en parle avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors, est-ce que Trump, il est comme tout bon républicain, j'allais dire Jean-Louis, libéral sur le plan économique? Ça veut encore dire quelque chose, libéral? C'est un Trumpiste. C'est pas un libéral. C'est une sorte plutôt d'un attrape-tout, ce qui ramène à des choses qui se passent ici en France. Et je pourrais prendre quelques exemples. Par exemple, sur le plan budgétaire, normalement, un républicain, libéral, c'est un pur orthodoxe. Et lui, on dit, c'est pas un orthodoxe, en réalité, c'est un hérétique. Parce que si vous regardez ses propositions budgétaires, c'est absolument hallucinant. Il est pour la suppression de l'impôt sur le revenu pour les couples qui gagnent moins de 50 000 $ par an, 25 000 par tête. Il est pour baisser de 13 points le taux marginal de l'impôt sur le revenu des plus riches, diviser par 3 l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Et les calculs ont été faits, ça nous fait 1 200 milliards de dollars par an de manque de recettes fiscales pour l'État américain et donc un déficit absolument considérable, d'autant plus qu'il est, mais il ne dit pas trop comment, il est pour la prolongation du système Obama en matière de sécurité sociale, c'est-à-dire 1 000 $, un millier de dollars de plus, 1 000 milliards de dollars, excusez-moi, j'arrive à trouver le chiffre, d'ici à 2025. Donc on est sur un système, un dérapage budgétaire absolument considérable. Sur la question du commerce, par exemple, il est pour l'augmentation considérable des droits de douane pour protéger, dit-il, l'emploi américain, mais dans un pays qui est un déficit commercial important, augmenter les droits de douane, c'est une inflation dérapante au mépris des intérêts des classes les plus populaires. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement ce que dit Trump,
c'est que ce que ça nous dit sur les États-Unis. Ce qui est effrayant, c'est qu'il dit moi, je veux être celui qui va créer le plus d'emplois depuis le début de l'histoire des États-Unis, ce qui est absolument considérable. Mais comment se fait-il qu'il insiste, par exemple, sur l'emploi, alors que l'emploi, c'est 5% de taux de chômage aux États-Unis, peut-être 6%. Donc, en fait, il n'y a pas de problème de chômage, à moins que les statistiques ne soient pas tout à fait honnêtes. Et donc, on est dans une situation où on a l'impression que le peuple américain est mal à l'aise, mal dans ses bottes. On en a un petit peu parlé tout à l'heure en disant que c'était un problème dans tous les pays développés, plus large. Et effectivement, on est devant un problème d'identité, un problème que, en fait, les gens ont de mauvais emplois, ne sont pas contents de leur sort, et ils écoutent Trump quoi qu'il dise. Mais justement, Trump met en avant, quand il en parle, son empire, son savoir-faire dans le business pour montrer que c'est un visionnaire, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a su bâtir et construire les choses. Est-ce que ça peut être un argument de poids, de taille? Alors je pense que tout ça, c'est une légende. L'histoire américaine est beaucoup fondée sur des légendes, vous savez. De même, Shot Liberty Valance, c'est une légende. C'est une légende. Ça n'a rien à voir avec un Bill Gates, ça n'a rien à voir avec un Steve Jobs. Le système de Trump, c'est un système où on bâtit un petit empire, parce qu'en fait, c'est une fortune importante vue à l'image française, mais à l'image américaine, 150e, 160e fortune américaine, ce qui n'est pas mal, bien entendu. Mais ça a été fondé sur un empire de dette. À partir de cet empire de dette, cet océan de dette, il a créé effectivement de grandes affaires qui se sont avérées exceptionnellement rentables. Pendant qu'elles étaient sous-rentables, l'argent rentrait. Pendant que l'argent rentrait, il le sortait pour monter d'autres grandes affaires. Et quand les grandes affaires... Il faut avoir du flair pour le faire. Il faut avoir une technique, il faut avoir du flair, mais en fin de compte, il n'a pas fait grand-chose. Et ceci passait par une nécessité. Et c'est là où on va retrouver la politique. Ce qui se passait, c'est qu'il a monté de grands shows télévisés, ce qui a assis son image au niveau des banquiers. Il est devenu une grande personnalité, il a inspiré confiance. C'est qu'il lui a permis de gagner des confiances des banquiers et de continuer son business. C'est comme ça qu'Atlantic City, par exemple, s'est littéralement effondré. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour Trump? Il se passe le fait que, en fait, il est assis sur deux solides piliers, l'immobilier, mais l'immobilier, ça ne marche plus aux États-Unis, et le jeu, le gamble. Or, aujourd'hui, tout le jeu va à Macao et l'Internet. Donc, c'est des affaires qui marchent beaucoup moins bien. Et on assiste un peu à ce qu'on a vu en France avec l'affaire Tapie. En réalité, quand les affaires de Tapie se sont cassées la figure, il a voulu se reconvertir dans la politique. Et c'est ce que fait Trump. Il fait de la politique pour revaloriser son image. En réalité, vous savez que le Parti républicain, son image, c'est l'éléphant. Eh bien, avec Trump, ça trompe énormément. Voilà, merci. Donc, ce n'est pas un self-made man, mais un showman. Exactement. C'est ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, Jean-Luc Gombault, pour votre analyse. Tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. L'État le financera et les régions piloteront le plan de formation supplémentaire de 500 000 chômeurs. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a réuni aujourd'hui les présidents de régions et les partenaires sociaux. 1 milliard d'euros est mis sur la table. Jordan Klein. C'est désormais officiel, les régions piloteront le nouveau programme de formation professionnelle. C'était une demande des responsables des nouvelles grandes régions. Pour parvenir aux objectifs définis par François Hollande à la fin 2015, c'est 1 milliard d'euros que l'État met sur la table. 500 000 formations professionnelles supplémentaires en 2016, c'est 3 fois plus qu'en 2015. Destinées aux demandeurs d'emploi de longue durée, elles seront principalement concentrées sur les métiers d'avenir. Myriam El Khomri donnera demain le coup d'envoi officiel du plan. Des conventions seront ensuite signées entre l'État et les régions volontaires, courant mars. La rupture au sein du PS se poursuit. Conséquence de l'opposition entre l'exécutif et Martine Aubry. Des aubryistes, des proches de la maire de Lille ont annoncé leur départ de la direction du Parti socialiste, Géraldine Bavoilot. La crise entre les aubryistes et le gouvernement se poursuit. La menace de Martine Aubry est mise à exécution. Ses soutiens quittent le secrétariat national du Parti socialiste. Ce matin, François Lamy l'a confirmé sur France Inter. Il y a 4 ou 5 secrétaires nationaux qui quitteront la direction. Là encore, suivant des modalités qu'on verra avec Jean-Christophe Cambadélis. Nous, on ne souhaite pas du tout que ça se fasse avec douleur. C'était la conséquence politique logique d'un désaccord. Parmi les proches de la maire de Lille figurent aussi le député des Hauts-de-Seine Jean-Marc Germain et le député européen Gilles Pargneaux. Ils quittent les instances dirigeantes du parti pour afficher leur désaccord avec l'exécutif socialiste. Les dissidents restent cependant au bureau national. Il est issu du vote des militants et pour eux, il est important de ne pas perdre cette légitimité. Ces départs en préfigurent d'autres. Dans les jours qui suivent, on devrait assister à la refonte du secrétariat national pour assurer son bon fonctionnement selon la rue de Solferino.
Accueil plutôt clément ce matin pour Manuel Valls au salon de l'agriculture. Le Premier ministre a été moins chahuté que François Hollande par les agriculteurs en colère. Dans les allées du salon, la tension est restée vive. Hier, pour dénoncer la politique des prix, les éleveurs ont pris pour cible le stand Charal, numéro 1 de l'abattage en France, Quentin Calmet. Pierre Vogarny est un des éleveurs qui ont mené une action hier sur le stand de Charal pour dénoncer les très faibles prix de la viande. Et la tension n'est toujours pas retombée. On est aussi là pour se dire les choses. Vous savez, ça serait trop facile de dire voilà, tout est de la responsabilité du politique, tout est de la responsabilité. Chez nous aussi, on doit balayer. Chez nous aussi, on doit se regarder. Et ces marques-là, ils ne sont pas des marques de la distribution. Ils communiquent. Ils ont sans doute raison. En tout cas, ils ont des process qui négligent complètement l'acte de travail du producteur. Être au salon de l'agriculture, dans ce contexte, c'est donc prendre un risque. Nous, pour l'instant, nous n'avons pas eu d'action sur notre stand. C'est pas exclu et je leur en voudrais pas. Voilà. Mais en tout cas, si je suis là, c'est pour communiquer avec eux. Moi, personnellement, je suis présent tous les jours, du matin jusqu'au soir, sur le stand, pour discuter, pour entamer un dialogue avec l'élevage français. Car tous les acteurs de la filière sont ici côte à côte, éleveurs, transformateurs et quelques distributeurs au milieu de ce hall bondé. Malgré le contexte de crise, communiquer auprès du public reste essentiel. C'est donc l'un des enjeux de ce salon, l'opportunité pour chacun de communiquer ou d'exprimer une colère, à défaut d'un dialogue sur une meilleure répartition de la richesse au sein de la filière. Notez cette journée noire le 9 mars. Grève dans les transports. 4 syndicats de la SNCF ont déposé un préavis. Ils demandent une hausse des salaires et des garanties sur les conditions de travail des cheminots. Ce 9 mars, la circulation risque d'être très compliquée. Le même jour, une grève doit aussi se tenir à la RATP. Vendredi se tenaient des élections législatives en Iran, un véritable test politique alors que le pays vient d'être réintégré à la communauté internationale. C'est notre second débat ce soir. Oui, les réformateurs plébiscités, les modérés ont fortement progressé, c'est ce qu'on lit et ce qu'on dit depuis les résultats du scrutin législatif en Iran. Alors le président Rouhani est donc conforté avec ses alliés qui raflent la mise et les sièges. Mais que signifie précisément et que représente ce courant réformistes, comme on l'appelle, qui sont les modérés en Iran? Et peut-on d'ailleurs vraiment utiliser cette terminologie? Le débat et l'analyse avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, le rappel des faits et du résultat de ces élections, c'est avec Lola Palmier. Ils étaient 55 millions d'Iraniens vendredi, appelés aux urnes pour élire un nouveau Parlement et une nouvelle Assemblée des experts. Dans un contexte d'ouverture politique entamé avec la signature de l'accord sur le nucléaire en 2015 et la levée des sanctions internationales en janvier 2016, ces élections ont mobilisé les foules. Le taux de participation s'élève à 60%. Selon les résultats officiels publiés ce lundi, les réformateurs et leurs alliés modérés soutenant le président Rouhani ont fortement progressé face aux conservateurs, mais aucun des deux camps n'obtient la majorité au Parlement. Sur 290 sièges, 103 sont occupés par des conservateurs, 95 par des réformateurs modérés, parmi lesquels 14 femmes. Les 23 autres élus n'ont pas d'affiliation politique clairement affichée. Un second tour sera organisé en avril pour pourvoir les 69 sièges restants. Du côté de l'Assemblée des experts, le président Rouhani est aussi conforté, même si cette chambre, composée de 88 religieux, reste à majorité conservatrice. Cette chambre est notamment chargée de nommer le guide suprême iranien. Elle pourrait donc être amenée à jouer un rôle déterminant durant son mandat, puisque le guide actuel, Ali Khamenei, est âgé de 76 ans. Et pour en parler, nos invités ce soir, Azadeh Kian, bonsoir et bienvenue. Vous êtes professeur de sociologie politique à l'Université Paris 7 Diderot. Merci de nous accompagner. Bertrand Delay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes documentariste, auteur de ce livre passionnant, L'étrange Monsieur Rouhani, aux éditions Les Presses du Midi. Nous accompagne également ce soir Thierry Coville, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue, chercheur à l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et vous êtes l'auteur du livre L'Iran, la révolution invisible, aux éditions La Découverte. Madame, messieurs, est-ce qu'on peut dire encore une fois qu'on assiste à un mouvement, à un moment plutôt inédit, même historique en Iran? On parlait d'une tendance il y a encore quelque temps, Azadeh Kian, cette tendance justement des réformateurs. Là, on peut dire, ça y est, c'est une véritable victoire. Ils s'installent progressivement mais durablement dans le paysage politique.
Mais si vous voulez, le changement était déjà en juin 2013 avec l'élection du président Rouhani qui s'est fait élire, ne l'oublions pas, grâce au vote des militants, des partisans, en particulier du mouvement vert. Cette fois-ci, ce qu'on a constaté, c'est que 90% des réformateurs n'ont pas été qualifiés par le Conseil des gardiens de la Révolution. Ça veut dire qu'il y a eu finalement pas assez de candidats réformistes partout en Iran. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est des listes, par exemple à Téhéran, il y a une liste entre réformateurs modérés et les conservateurs modérés. Donc ce qui a remporté, c'est pas les réformateurs parce que finalement leur nombre était très bas, mais les modérés qui l'ont remporté. Les modérés qui vont bien évidemment conforter le président Rouhani. Donc on aura un parlement modéré, en majorité écrasante modérée, même s'il y a encore des conservateurs, bien sûr, donc, mais ce sont des conservateurs qui ne sont pas ultras. Les ultras ont été écartés. Les ultras ont perdu. Les perdants, les principaux perdants de ces deux élections sont des ultra-conservateurs qui ont tout fait déjà pour saper l'accord sur le nucléaire, par exemple, qui ont tout fait pour aller à l'encontre du gouvernement de Rouhani et de sa présidence depuis juin 2013 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui va changer, c'est que le président aura un parlement qui lui est favorable et donc il pourra commencer à mettre en place tranquillement son programme. C'est pour ça qu'il avait été élu. C'est pour une ouverture. Il a été élu vraiment pour ramener l'Iran dans le concert des nations. Mais on a envie d'avoir une explication aussi sur les terminologies et le lexique, Bertrand Delay. Quand on dit les ultra-conservateurs ont donc perdu, c'est clair, ils sont mis de côté. Mais les conservateurs modérés, les réformateurs, qui sont-ils? Comment, avec nos lunettes occidentales, on peut les appréhender? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord que, effectivement, c'est intéressant de poser la question comme ça, parce que Rouhani, au départ, n'est pas véritablement un réformateur, au tout départ. C'est-à-dire qu'il endosse le costume de réformateur à l'occasion de la présidentielle, parce qu'on a disqualifié l'ayatollah Rafsanjani. C'est que, bon, ça, c'est la première chose. Et au fond, il se retrouve à profiter de ce qui reste du mouvement vert de la présidentielle d'avant, qui j'allais dire, s'agrège sur, faute de mieux, quand même. Donc lui, il comprend très bien qu'il a une carte à jouer, et le guide suprême aussi, des deux côtés, c'est-à-dire qu'au fond, il peut être celui qui peut donner une impression de modernisation du régime, notamment vis-à-vis de l'Occident. Maintenant, c'est pour ça que je suis très dubitatif sur la victoire, entre guillemets, du camp réformiste. Par contre, ce qui a été dit tout à l'heure est vrai, c'est qu'il y a un vrai perdant. C'est la ligne très conservatrice, notamment autour du guide suprême. Mais pour autant, ça c'est les vrais perdants, pour autant, l'Assemblée des experts reste conservatrice. Il y avait deux lectures parce qu'au fond, c'est aussi les élections de la succession de Khamenei, déjà qui est dans toutes les têtes. Et là-dessus, si j'ose dire, il y a deux lectures. L'ayatollah Rafsanjani, par exemple, comme le président Rouhani, se pose clairement la question de savoir s'il faut maintenir un guide suprême ou s'il faut aller vers une collégialité. Ce qui voudrait dire que la théocratie amène à se changer, c'est-à-dire qu'on redonnerait davantage de pouvoir aux politiques. Ce serait une véritable révolution. Ce serait une véritable révolution. Mais eux n'ont pas la majorité dans l'Assemblée des experts. Et rien n'indique qu'ils l'auront. Donc de ce point de vue-là, c'est la question qui reste posée, et j'en finirai, c'est de savoir si ce régime a encore une capacité à se transformer de l'intérieur durablement. C'est très intéressant, on va continuer à en parler, mais encore une question pour qu'on comprenne bien le périmètre de ce qui s'est passé. Thierry Queville, est-ce qu'on peut dire que cette victoire, on va le dire, des réformateurs, des réformistes, elle va au-delà de Téhéran? Parce qu'on connaît la capitale et on sait ce qu'elle a de très moderne, mais est-ce que ça infuse aussi dans le reste du pays? Oui, enfin disons, quand on regarde, je pense que c'est vraiment un cliché d'opposer, effectivement, il y aurait l'Iran des bobos qui voteraient pour la modernité, puis il y aura un Iran vraiment à la limite arriéré. On en lit des choses un peu surprenantes dans la presse française. Quand on prend les chiffres, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est en tant que chercheur, on est passé de 7 enfants par femme en moyenne avant la Révolution à 2 enfants par femme en moyenne. Et c'est une moyenne. Le taux en ce qui concerne l'éducation. Bon, l'Iran est urbain déjà à 70%. Alors, il y a des petites moyennes villes, mais c'est urbain à 70%. Vous allez le taux d'éducation, vous allez au Sistan, Baloutchistan, vous regardez les chiffres officiels, le système de statistiques n'est pas si mauvais sur l'Iran, on peut regarder les statistiques iraniennes. Donc on a de
je crois, alors, si on prend l'ensemble des universités privées et publiques, on a 60% de filles dans les universités. Vous allez partout en Iran, vous voyez des filles actives, des femmes actives qui dirigent les entreprises. Il n'y a pas du tout de fracture entre la... Alors, non, attention, il y a des Parce que vous savez, ce n'est pas... L'Iran est un pays très divers. C'est pas une insulte, on le dit de beaucoup de pays. Non, mais il y a des différences culturelles entre les régions, etc. Mais ce que je veux dire, cette modernité, pour répondre à votre question, cette modernité, elle touche l'ensemble de l'Iran. Par exemple, vous parliez de la région de Sistan-Baloutchistan, c'est la région la plus pauvre, une des régions les plus pauvres d'Iran, qui est à majorité sunnite. En plus, vous avez des problèmes ethniques. Et le taux de participation aux dernières élections, c'est intéressant, si vous voulez, quand on parle de... ce régime n'aurait pas de légitimité. Ces gens-là beaucoup de problèmes, effectivement. Je crois que le taux de participation était relativement élevé lors des dernières élections présidentielles. Donc je pense qu'il amène en fait l'élévation du niveau d'éducation, c'est que les gens, il y a des problèmes en Iran, on ne peut pas le nier, mais si vous voulez, la façon de le régler, c'est pas par la violence, c'est plutôt en allant voter. Et je trouve que c'est une bonne chose pour le système. Parce que ce n'est plus un pays jeune, c'est un pays de jeunes adultes, ce qui est un peu différent. Et il y a un âge pour la révolution, si je veux dire, dans les pays très jeunes, et c'est ce qu'a montré très bien le mouvement vert dans sa sagesse, mais dans sa gestion. Mais on est aujourd'hui face à un pays de jeunes adultes qui a déjà épousé, vous aviez raison de le dire, des codes modernes. Les femmes iraniennes font à peine plus d'enfants que les femmes françaises. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal, nous, à appréhender. Mais donc, de ce point de vue-là, les codes, j'allais dire, des sociétés modernes, occidentales, ont déjà totalement pénétré la société iranienne en profondeur. Azadekian, c'est votre regard, votre analyse? Oui, tout à fait, mais je suis pas d'accord pour dire que ce sont des codes occidentaux qui ont pénétré en Iran, parce que modernité est mondiale et ça n'appartient pas seulement aux occidentaux, mais en tout cas, effectivement, on peut constater que les comportements, en tout cas, des jeunes iraniens sont des comportements très, disons, répandus, à la fois à Téhéran et aussi dans des villes de province. Je pense que si, vous savez, et puis conservateur prend un sens différent dans des villes de province, parce que moi, par exemple, quand on regarde un certain nombre de candidats conservateurs qui ont été élus dans des petites villes ou moyennes villes de province, c'est parce que les gens les connaissent de près et ils ne sont pas des conservateurs à la façon d'Ahmadinejad, voire des conservateurs ultra. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une proximité aussi que les gens ont avec les personnes qu'ils connaissent, pour qui ils votent, parce que la personne a bien travaillé. Peut-être une question qui date de quelques années, mais nous, on a encore une vision peut-être un peu schizophrénique de ce pays. C'est-à-dire qu'on voit ce que vous dites, c'est cette jeunesse, et on le voit à travers des reportages qui est extrêmement moderne. Personne n'a le monopole de la modernité, mais on voit qu'ils sont modernes, ancrés dans la réalité, les nouvelles technologies, et puis on sait qu'ils sont très surveillés. Par ailleurs, il y a encore ces deux visions qui se... On n'est pas en train de dire, attendez, ils sont surveillés, bien évidemment, puisque c'est un régime qui quand même a un appareil de surveillance des ministères de renseignement, etc. Mais en même temps, je ne serais pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas de liberté. Il y a la liberté. Les gens disent... Il n'y a pas la liberté chez soi. Une fois que les maisons... Non, mais même attendez là, si vous voulez, il y a... Oui et non, mais alors c'est vrai, excuse-moi, mais il y a des gens, ils le disent après, quitte à se faire emprisonner pour la Vardi, mais ils prennent, c'est ça que je suis en train de dire, ils prennent la liberté de parler. Mais ça reste un délit. La parole a été libérée, et ça dépend de ce que vous dites. Tout ce qu'on dit n'est pas une démocratie quand même. Bien sûr que non. Personne n'est en train de dire que c'est une démocratie. Mais enfin, comparer l'Iran aussi, si possible, avec les pays de la région. L'Iran n'est pas une démocratie, mais est-ce que dans cette région-là, quel autre pays est démocratique? Je veux dire, on peut pas... C'est sûr, on compare avec l'Arabie Saoudite, mais justement, on va parler tout de suite des sujets, parce qu'après on va parler... avec la Turquie. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Comparer l'Iran avec la Turquie? Est-ce qu'il y a en Iran, en Turquie, à l'heure actuelle, avec ce gouvernement... Vous n'y pas la comparaison avec l'Arabie Saoudite non plus. Non, mais pas un exemple de démocratie. Avec l'Arabie Saoudite, c'est deux pays vraiment tellement différents. Et tellement opposés, on le sait, évidemment. Simplement, je veux pas, mais c'est évidemment que l'Iran n'est pas une démocratie, mais quand on lit un peu la presse iranienne, justement, on est frappé quand même de l'ouverture, le nombre de débats, le nombre de magazines. Alors effectivement, un magazine est fermé, les journalistes vont en prison, ils ressortent de prison, ils recréent un nouveau magazine. Donc il y a un dynamisme, c'est peut-être difficile à faire comprendre, il y a un dynamisme de la société civile iranienne qui instaure un rapport de force.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si je peux terminer, il y a un rapport de force et je pense que ce qui est très intéressant, c'est que c'est peut-être ça qui est difficile de comprendre, c'est que le régime le sait, ça, si vous voulez. Donc, si vous voulez, quand il recule, c'est pas de gaieté de cœur. Quand Khamenei recule, c'est pas de gaieté de cœur. Mais c'est la société qui lui met la pression. Et dès qu'il y a de l'ouverture, ils y vont. Par exemple, c'est quand même assez intéressant ce qui vient de se passer. Khamenei est intervenu dans la campagne électorale et a accusé le parti des modérés d'être le parti des Anglais. Mais la réponse, les gens lui donnent. Ils votent pour le parti des Anglais. Et je crois, si vous voulez, et tous ceux qui ont dit on a la République islamique, c'est la révolution, c'est pas la démocratie. Je crois que Rafsanjani vient de faire une déclaration. Il a dit tous ceux qui respectent pas la voix de la population, ils doivent s'écarter. Donc, si vous voulez, on a quand même un rapport de force entre la société et le régime. Et quelque part, on voit très bien. C'est un régime pragmatique, vous dites. Je pense que si c'était le régime dictatorial que certains nous décrivent, il serait déjà plus là. Alors, Bertrand Delay. C'est-à-dire que la grande intelligence ou la grande force de ce régime, notamment après le mouvement vert qu'ils n'ont pas vu arriver, par contre à l'époque, ça a été d'être capable, j'allais dire, de composer. Il y a une espèce de jeu constant qui se joue entre le corps social, qui a une vitalité absolument... Un corps à corps. Voilà, un corps à corps, et le régime qui sait jouer. Alors, le gros problème qui cristallisait une grande partie des frustrations sociales et des mécontentements par ailleurs, c'était quand même, il faut le dire, une forme de paupérisation, notamment des classes moyennes, parce que les gens sont plutôt très bien formés en Iran, mais il y avait un problème derrière d'emploi, de chômage. On est quand même à 30% de chômage, avec une croissance à 0%, et ça posait d'énormes problèmes économiques. Et c'était pour ça qu'un des mandats qui avait été donné au président Rouhani, c'était d'amener par la fin de l'embargo un désinvestissement en Iran pour essayer de faire redécoller la machine économique. Et ça, c'était un des calculs, j'allais dire, du régime. Et de ce point de vue, on peut considérer que, on va dire ça comme ça, mais le pari a été en partie tenu, ou en voie d'être gagné, puisque de ce point de vue, Rouhani a été, c'est pour ça que moi je l'appelle le magicien, ça a d'abord été si j'ose dire, un président qui avait vocation non pas à agir sur le front intérieur, mais à agir à l'international et notamment auprès des Occidentaux pour remettre l'Iran dans le jeu. Et de ce point de vue, il faut reconnaître que cette première manche a été réussie. Parce que je le rappelle encore une fois, Zadeghan, sous votre contrôle, il a vraiment été quasiment élu pour cela. C'est-à-dire, M. Rouhani, mandat lui a été donné pour ramener l'Iran à la table des grands. Et là, on peut dire qu'il va avoir les mains libres pour encore faire progresser cette idée. Tout à fait, mais ce mandat, ce n'est pas le guide qui le lui a donné, c'est la société qui l'a plébiscité déjà en juin 2013 avec une majorité de voix et de nouveau avec les deux élections. Je voudrais quand même préciser que les détracteurs de Rouhani, les principaux détracteurs de Rouhani n'ont pas été élus, ont été écartés, ont été désavoués par les électeurs iraniens et les électrices iraniennes. Donc ça veut dire que Rouhani a été plébiscité pour pouvoir mener à bien son programme électoral, à commencer par le redressement de l'économie du pays, parce que c'est ça le problème principal. Et quand on parle aux Iraniens, effectivement, la préoccupation principale, c'est que leurs enfants sont au chômage. Et donc, quand on est au chômage, on ne peut pas fonder une famille, etc. etc. Après, bien évidemment, la libération des prisonniers politiques, la liberté d'expression et de pensée, qui existent en tant que revendication, mais qui ne sont pas celles de la majorité écrasante de la société iranienne. Mais ça existe. Donc, c'est pas Rouhani, à mon avis, qui, avant 2017, va s'atteler à attaquer, à résoudre, je veux dire, ces problèmes-là, parce qu'il faut qu'il puisse redresser l'économie du pays et préparer sa réélection en 2017. Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, Thierry Coville, et vous devinez aussi un petit peu sur quoi ils vont insister. Ils insistent sur les exécutions. L'Iran continue, même amplifie les exécutions. Je crois que l'Iran, c'est après la Chine, je crois, c'est le deuxième pays au monde. C'est toujours ça qui est frappant. C'est pour ça que j'ai parlé de schizophrénie tout à l'heure. C'est parce qu'on se rend compte d'abord de l'histoire, de la culture de ce pays, de son incroyable ouverture, de cette volonté de la jeunesse qui est formidable. Et on a ce spectacle qui est toujours présent. Je crois qu'il y a encore quelques jours... D'autres en parleraient mieux que moi. Il y a un décalage, c'est frappant en Iran entre... Alors, est-ce que le régime avait prévu ça? Mais si vous voulez, en mettant tellement de gens dans le système éducatif, il y avait quand même différentes versions. Donc il y avait une version assez populiste qui a voulu ouvrir les universités. Ce qui est très intéressant, il y a des études qui ont été faites là-dessus, des familles traditionnelles en Iran qui ne voulaient pas mettre leurs filles à l'université avant la révolution. On se dit, bon, ben c'est bon. Le problème, c'est que quand les gens font des études,
leur mentalité change. Et donc on a, je voulais parler... C'est un problème d'ailleurs, oui. Non, mais je veux dire, le problème pour eux, ils n'avaient pas prévu ça, mais je veux dire, on est passé d'un taux de fécondité de 7 à 2, je crois que c'est une des évolutions les plus rapides qui étaient constatées au XXe siècle. Et si vous voulez, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que les femmes travaillent, les femmes ont une autre vision de la vie. Moi, on m'a raconté, depuis que je vais en Iran, même des gens qui étaient les plus ardents défenseurs du régime, etc., ils rentrent à l'université, ça change tout, si vous voulez. Donc effectivement, on a un décalage complet, on le voit en Iran. Il n'y a pas que la classe urbaine éduquée. Vous allez voir en Iran, il y a un décalage profond entre effectivement même les valeurs des gens, leur mentalité et le système judiciaire qui date de la Révolution, le code de la famille, etc. Et comme il y a une partie du régime qui tient à l'idéologie révolutionnaire, qu'on a écarté, mais enfin il reste puissant dans le système judiciaire, il reste puissant dans l'appareil sécuritaire, on a une contradiction. Contradiction et rapport de force entre les deux, c'est ça qui est difficile à comprendre. Oui, ce que je voudrais dire effectivement, c'est que s'il y a cette répression féroce des prisonniers de droit commun par le judiciaire, c'est que ça ne concerne pas le président. Ah, vous dites, c'est-à-dire que la justice est totalement indépendante, et qui ne peut pas surseoir ou en tous les cas stopper ces exécutions. Non, tout à fait. Voilà, parce que le chef de judiciaire d'ailleurs est nommé directement par le guide, et il y a le principe de séparation des trois alors la pouvoirs justice est tenue par qui? Par les ultra-conservateurs? Par les ultra-conservateurs, c'est-à-dire par un certain monsieur Laridjani, ultra-conservateur. Mais ceci étant dit, on sait que par le passé, quand l'Iran a été intégré au sein de la communauté internationale, quand il y a eu des négociations, quand par exemple ce même pouvoir judiciaire était invité à Genève pour la question des droits de l'homme, à travers des négociations, parfois ils acceptaient, par exemple, ils ont accepté des inspections dans les prisons à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que réintégrer l'Iran au sein de la communauté internationale pourra aussi avoir des conséquences positives sur le judiciaire et peut les emmener à exécuter moins, puisque ce que je voudrais dire, c'est que la question de la peine capitale qui pose problème est une question publique en Iran. C'est-à-dire les gens discutent de ces problèmes-là. C'est dans les journaux, c'est dans la presse. C'est pas quelque chose que les gens acceptent. C'est verrouillé par le pouvoir judiciaire. Effectivement, on commence. C'est bien de voir les différences. Il y a une tentative au Parlement iranien. Pour vous dire, je pense qu'il y avait un certain nombre de députés qui voulaient voir, parce qu'il y a beaucoup de trafiquants de drogue qui sont condamnés à mort. L'idée, c'est de changer effectivement pour les trafiquants de drogue, de trouver une autre peine. Alors, c'est pas la majorité au Parlement iranien, mais Azadeh a raison. Je veux dire, dans le dernier film de Panahi, alors lui, il n'est pas vraiment d'accord avec les autorités, il en parle. Donc ça, c'est quelque chose qui traverse la société iranienne. C'est pour ça que je veux dire, c'est pas du tout une société bloquée. Mais c'est vrai qu'il y a des durs en Iran. Alors, je voulais insister un petit peu sur aussi le lien entre l'ouverture à l'extérieur et à l'intérieur. La politique de sanctions, nous, effectivement, on donne toujours des leçons sur les droits de l'homme, etc. à tout le monde. Et moi, je pense qu'elle a été une catastrophe pour la société civile iranienne. Elle a effectivement contribué à la paupérisation de la classe moyenne iranienne qui veut l'avancer, qui veut les réformes. Donc, on l'a affaiblie économiquement et donc politiquement. Elle a renforcé les plus durs et les plus radicaux et les mafias. Parce qu'il y a faut le dire, ça, c'est effectivement, il y a une espèce de nomenclatura des gardiens de la Révolution. Oui. Si vous vouliez un prêt pour votre voiture, il fallait passer par les gardiens de la Révolution. Donc le système, ça a eu un effet totalement pervers. Donc si vous voulez, c'est pour ça, moi je trouve que cette politique de sanctions, on m'explique qu'elle a marché, etc. Moi je pense qu'au contraire, heureusement qu'il y a une solution. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, mais je pense que c'était une catastrophe pour l'Iran. Est-ce que pour conclure, Bertrand Dolé, on peut dire maintenant que c'est un pays qui va petit à petit reprendre la place qui lui est quasiment légitime à la table des grands du point de vue de sa culture, de son rôle géopolitique, politique, économique, social? Je pense qu'il y a des éléments propres à l'Iran elle-même d'abord qui font qu'elle peut reprendre sa place. Ce sera d'autant plus facile après le nouveau guide suprême parce que je pense que le vrai changement, c'est là, c'est pas encore maintenant. Et le deuxième élément, c'est que de toute façon, les Occidentaux, on voit bien sur la région, veulent un rééquilibrage. Et ont besoin de l'Iran. Et ils ont besoin de l'Iran au-delà de l'alliance traditionnelle avec l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup en tout cas. On aura sûrement l'occasion de reparler de ce pays. Merci à vous. C'est l'heure d'une parenthèse à présent dans votre émission. Et ce soir, dans son micro, trop tard, Alex Darmon est allé prendre le pouls des agriculteurs porte de Versailles. Et vous le savez, au salon de l'agriculture, l'ambiance est électrique. Me regarde pas comme ça, c'est pas de ma faute, tu sais. Moi je t'aime, mais y a pas que moi. Y a comme un malaise, je sens là.
Ce soir, le micro-trottoir est donc ici au Salon de l'Agriculture. Les agriculteurs, eux, sont en colère contre les politiques. Mais c'est pas que ça, le Salon de l'Agriculture, c'est pas que la crise. Non, c'est plein de choses. Bon, il y a comme un malaise quand même. Qu'est-ce qu'il faut leur dire aux politiques? Qu'ils nous payent nos produits à leur juste prix. Il n'y a pas de malaise, il faut simplement qu'ils prennent conscience des problématiques et des enjeux. Ah ben non, on est à râle-pas-correct. On est quand même la seule profession aujourd'hui à ne pas décider du prix de notre produit. Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas encore pris conscience en fait? Il faut qu'ils viennent sur le terrain, ils sont leur cul dans les bureaux. Hein, donc il faut qu'ils viennent poser leur cul dans les prés, enfin venir partager le travail qu'on fait tous les jours. Je suis Marguerite Dupré, bonjour. D'accord, la femme vache. Oui, par exemple. Vous êtes sur la paille? Oui. Ah, on est sur la paille, oui. Là, c'est le cas de le dire. Ouais. Je veux dire qu'on en a marre de se faire traire toute la journée. Et voilà, et qu'on n'est pas des bœufs non plus. D'accord. Je sais pas, moi je suis là, je m'intéresse aux moutons pour faire un film sur les moutons, donc je suis pas dans la politique. Ah ouais, d'accord. Bon. Vous avez d'autres moutons à fouetter quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Bon les gars, pas de panique. Rendez-vous ce soir 23h15. Je vous fais sortir. Mangez de la paille pour l'instant. Ben, le problème, c'est que je ne suis pas un agriculteur. Donc vous comprenez pas? Ouais, non, je comprends assez bien. Je vais acheter la 18, s'il vous plaît. La 18, pas de problème. Ah, c'est la plus belle, mais d'accord. Finalement, en agriculture, c'est pas que la crise, c'est aussi ça, la camaraderie, l'amitié. C'est ça. La culture. Ben bien sûr. Parce que tout le monde dit qu'elle est en crise. Mais non, on est en crise, mais l'agriculture est belle, il faut soutenir les éleveurs et les agriculteurs. L'agriculture, elle est là. Elle assure non seulement, comme je l'ai dit, la sécurité alimentaire, mais aussi les exportations, notamment pour un pays comme la France. Hein. C'est une belle agriculture, l'agriculture française. Surtout si elle est biologique. En plus, encore plus, c'est vrai. L'irréductible agriculture française, les Gaulois. Regarde, c'est ça, c'est en agriculture, venez m'aider. Voilà pour cette parenthèse avec Alex Darmon. Il est 23h, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Des violences ont éclaté aujourd'hui lors de l'évacuation partielle du bidonville de Calais. Au moins 4 personnes ont été interpellées. Le démantèlement devait se faire dans le calme, selon la préfecture. Elle a commencé sous la protection des CRS. Clotilde Hazard. Le climat s'est tendu cet après-midi dans la jungle de Calais. Des affrontements ont eu lieu après l'incendie d'une cabane. 3 militants et 1 migrant ont été interpellés, 5 CRS blessés. Ils ont été caillassés par les no-borders et par certains migrants. C'est dans ce cadre-là que les CRS ont recouru donc, pour se protéger et pour reprendre le périmètre à des tirs de lacrymogènes. Ce matin, une vingtaine d'ouvriers avaient commencé à démonter à la main les abris situés dans la zone sud, où vivent plus de 800 migrants. 3500, selon les associations. Une centaine de policiers les encadraient. Ils sécurisaient aussi les maraudes sociales de la préfecture. Et ils sont passés dans tout un quartier en disant aux gens, vous avez 1 heure pour bouger. Ils leur ont donné un papier leur expliquant qu'ils pouvaient aller soit dans la zone de containers, soit dans les CAO, soit dans les tentes bleues. Les maraudeurs tentent ainsi de convaincre les migrants de rester en France, dans les centres d'accueil. Une mission délicate, car la majorité des migrants de Calais n'attend qu'une chose, traverser la Manche, destination le Royaume-Uni. Autre lieu de tension, symbole de la pression migratoire. Des heurts ont éclaté à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Plusieurs centaines de réfugiés ont tenté de forcer les barrages. La Macédoine qui, comme d'autres pays des Balkans, a imposé des restrictions de passage. La police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Ce soir, près de 7000 personnes sont bloquées au poste frontière grec d'Idoménie. Manuel Valls temporise sur la réforme du Code du travail. Le projet de loi sera finalement présenté en Conseil des ministres le 24 mars et non le 9. 15 jours de répit pour laisser la place à la concertation. Sophie Normand-Couturier. Manuel Valls s'est chargé lui-même de l'annoncer ce matin depuis les allées du Salon de l'Agriculture. Le texte sur la réforme du travail sera présenté en Conseil des ministres 15 jours plus tard que prévu, le temps de rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux. Donnons-nous quelques jours de plus
pour approfondir la discussion, pour corriger ce qui doit l'être. Il faut lever un certain nombre d'incompréhensions, il faut expliquer, répondre à toute une série de fausses informations qui sont données sur ce texte. Face à des syndicats remontés et à une partie de la gauche qui s'insurge, le gouvernement propose donc la discussion. Pas suffisant pour les quelques 772 000 signataires de cette pétition. Ils exigent le retrait du texte et reçoivent l'appui des organisations lycéennes et étudiantes, les plus rapidement mobilisables. On est partie prenante du mouvement social, les étudiants sont des futurs travailleurs, des travailleurs en formation. C'est normal qu'on ait notre mot à dire sur la façon dont on va être mangé dans le monde du travail. Le report n'y changera rien et la journée d'action du 9 mars est maintenue. Étudiants et lycéens devraient venir grossir les rangs d'un mouvement partagé avec les syndicats de salariés. En bref, le nouvel examen du code de la route sera mis en place à partir de début mai. Les auto-écoles ont obtenu gain de cause. Des opérations escargots ont eu lieu toute la journée. Ce report de 15 jours qui permettra aux candidats de mieux préparer la nouvelle épreuve. Attention, si vous prenez le train le 9 mars, une journée noire est à prévoir. 4 syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève. Ils demandent une hausse des salaires et des garanties sur les conditions de travail des cheminots. Autre grève à prévoir le même jour, cette fois sur le réseau de la RATP. Et puis les régions de France piloteront bien le plan de formation supplémentaire de 500 000 chômeurs. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a réuni aujourd'hui les présidents de région et les partenaires sociaux. L'État va financer le dispositif à hauteur d'1 milliard d'euros. Jordan Klein. C'est désormais officiel, les régions piloteront le nouveau programme de formation professionnelle. C'était une demande des responsables des nouvelles grandes régions. Pour parvenir aux objectifs définis par François Hollande à la fin 2015, c'est 1 milliard d'euros que l'État met sur la table. 500 000 formations professionnelles supplémentaires en 2016, c'est 3 fois plus qu'en 2015. Destinées aux demandeurs d'emploi de longue durée, elles seront principalement concentrées sur les métiers d'avenir. Myriam El Khomri donnera demain le coup d'envoi officiel du plan. Des conventions seront ensuite signées entre l'État et les régions volontaires, courant mars. Autre filière de formation, celle-ci fête ses 30 ans cette année. Le bac pro, aujourd'hui 3 bacheliers sur 10 suivent cette voie qui a longtemps eu mauvaise réputation. Certains secteurs ont du mal à recruter, d'autres sont plus séduisants. Pauline Dame s'est rendue dans un lycée professionnel de Lille, regardez. Cours de mathématiques au lycée Aimé Césaire. Ici, les élèves alternent entre enseignement théorique, stage en entreprise et ateliers professionnels. Travail des chiffres et pour d'autres, travail du métal. Lucie est en 2e année bac pro métallerie du bâtiment. Une formation pratique qui a tout de suite séduit la jeune lycéenne. Ce qui me plaît dans la métallerie, c'est d'être manuel en fait. Mais cette orientation, tous ne l'ont pas choisie. Je voulais faire mécanique auto, mais comme j'avais pas assez bonnes notes, j'ai choisi la métallerie. Des filières mal aimées, d'autres au contraire trop attractives, comme la boulangerie, la coiffure ou les métiers du commerce. Stimuler l'envie d'apprendre chez les élèves de seconde, c'est le combat quotidien de cette conseillère principale d'éducation. On sait qu'on doit travailler l'estime de soi et la valorisation. Et on arrive à raccrocher des élèves sur des filières qu'ils n'avaient pas choisies et ils finissent par avoir un bac. Sécuriser les parcours scolaires et redonner des lettres de noblesse à la filière technique, un travail de longue haleine. L'année dernière, 75% des élèves de ce lycée ont obtenu leur bac, contre 87% à l'échelle nationale. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. La revue de presse, et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens demain. Et Paul, notre revue de presse, elle est largement consacrée ce soir à la course à la Maison-Blanche aux États-Unis. Demain, 13 États vont donc voter pour la primaire américaine. Et oui, Sonia, c'est le Super Tuesday outre-Atlantique. Le Figaro qui annonce l'événement et titre sur un candidat, cette Amérique qui vote Trump. Le journal est allé à la rencontre des partisans du milliardaire républicain. Encore lui, en une de la Croix. Le moment Trump, le candidat aborde en position de force l'étape des primaires républicaines, nous précise le quotidien. Libération maintenant, toujours aux États-Unis. Le journal souligne que la hausse du salaire minimum s'invite dans la campagne des démocrates cette fois, brandie par Bernie Sanders et reprise par Hillary Clinton. Enfin, Ouest France nous propose les photos des 2 super favoris pour la Maison-Blanche. Mais le journal revient aussi sur cette information française. Stéphane Chuban est un des rescapés des essais cliniques Biotrial à Rennes. Ceux qui avaient coûté la vie à un volontaire, lui, il réclame aujourd'hui justice. Il souffre de séquelles morales et physiques.
On va passer, Paul, au Télégramme. Exactement, vent contraire. Pour la filière bois-énergie en Bretagne, le quotidien nous informe que la chute du prix du pétrole ainsi que la succession d'hivers plutôt doux plombe la filière. Plusieurs projets de chaudières à bois sont même à l'arrêt dans le Morbihan. On finit avec la dépêche du midi. Une édition spéciale Salon de l'agriculture. Le journal nous informe que la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est la première région bio de France. Il faut noter que 245 000 hectares de terre y sont consacrés à la culture bio. Merci beaucoup Paul, à demain. À demain. Avec plaisir. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est un responsable politique. Il est adjoint au logement à la mairie de Paris, militant, communiste. Vous avez l'habitude de l'entendre, de le voir sur les plateaux de télévision évoquer les sujets dans l'actualité. Mais ce soir, c'est pour son livre que je reçois Yann Brossard. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Ce livre, ce récit que je présente, L'espion et l'enfant, publié chez Flammarion. On va plonger, Yann Brossard, dans cette incroyable histoire familiale qui est la vôtre. Mais d'abord, j'imagine que l'idée de raconter cela, de vous raconter aussi, a mûri longtemps. Et maintenant, il y a ce livre. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour le faire? C'est vrai que j'ai voulu raconter cette histoire, à la fois l'histoire de mon grand-père et l'histoire du lien entre mon grand-père et moi, parce que lors d'un débat télévisé avec un adversaire politique de droite, il m'a ressorti cette histoire comme si c'était une espèce de stigmate ou quelque chose dont je devais avoir honte. Et je me suis dit que j'avais envie de raconter ma propre version de cette histoire et je ne voulais pas que d'autres la racontent à ma place. Et c'est ce qui m'a conduit à prendre la plume. Mais vous ne la vivez pas comme un talon d'Achille que certains responsables politiques pourraient vous opposer? Pas du tout. D'abord, c'est mon histoire et je parle de mon grand-père et quel que soit ce qu'il a fait, c'était mon grand-père et j'ai de l'amour pour lui. Et donc, je n'ai jamais considéré que c'était une honte. Et puis, par ailleurs, cette histoire commune avec mon grand-père m'a renforcé et m'a incontestablement formé au combat. Mais aujourd'hui utile pour faire de la politique. Oui, c'est d'abord une histoire d'amour familial, on va en parler. Alors cette histoire, on la découvre, c'est celle d'un grand-père, en quelques mots je vais le dire, immigrant juif polonais qui a espionné l'État hébreu pour le compte de l'URSS, de l'Union soviétique. Il œuvrait donc au service du KGB. Marcus Klingberg, que vous surnommez très affectueusement Saba, il a été condamné à 20 ans de prison, il en a fait 15 pour trahison, et les services israéliens ont mis un temps fou à le confondre. Alors avant d'analyser, Yann Brossard, son rôle, ses motivations, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est un roman d'amour familial? Vous ne le jugez pas, ce grand-père? Non, c'est vrai que je n'ai pas envie ni de faire un éloge, ni de faire un blâme. Mon grand-père a été condamné lourdement à 20 ans de prison et il en a effectivement fait 15, plus 5 ans d'assignation à résidence. Donc mon objectif, ça n'était pas de le juger. Il a été jugé. C'était simplement de raconter cette histoire et de montrer à travers son parcours une forme de force de résistance qui le caractérisait, parce que c'est ça que j'ai aimé chez mon grand-père, c'est cette capacité à résister à toutes les épreuves. La Seconde Guerre mondiale, il était juif polonais, il a réussi à survivre, et puis cette longue période d'incarcération. Vous dites d'ailleurs loyal et fidèle à ces deux pays, incompatibles mais porteurs, chacun à sa façon de son histoire et de celle de son peuple. Évidemment, il aurait été plus clair que Saba, votre grand-père, renie l'un au profit de l'autre, mais il fallait se rendre à l'évidence, il n'a pas su ou n'a pas voulu trancher, il a choisi les deux. C'est vrai, c'est toute la contradiction de mon grand-père, c'est l'énigme que je n'ai jamais vraiment réussi à résoudre. En tout cas, une chose est certaine, et ça je l'ai ressenti très fort, c'est que tout au long de sa vie, mon grand-père a ressenti une forme de dette à l'égard des soviétiques, parce que lui qui était juif polonais... Parce qu'il a rejoint l'URSS de Staline. C'est ça. Et en 1941, il s'engage comme volontaire dans l'armée rouge. C'est ça, et s'il était resté en Pologne, il serait mort comme ses parents. Et c'est parce qu'il a fui la Pologne, parce qu'il a rejoint l'Union soviétique, qu'il a pu à la fois survivre et puis combattre les nazis qui tuaient sa famille. Donc vous pensez que c'est peut-être ça le déclencheur de sa fidélité vis-à-vis de l'URSS? J'en suis profondément convaincu. À la fois parce que l'URSS lui a permis de combattre les nazis, mais aussi parce que lui qui était le fils d'une famille pauvre, eh bien, il a pu faire une carrière de médecin dans ce pays, l'Union soviétique, qui à l'époque lui a tendu la main. On va parler de sa carrière, mais vous dites, vous insistez sur le fait qu'il n'a pas fait ça pour de l'argent. Il n'a pas livré de secret contre de l'argent. Malgré tout, Yann Brossard, c'est un agent double. Un agent double, on sait ce que c'est. C'est quelqu'un forcément qui a trahi un camp pour un autre. Est-ce qu'on
peut-être utiliser le mot traître pour vous? En tout cas, les Israéliens l'ont perçu comme cela. Et s'ils ne l'avaient pas perçu ainsi, ils n'auraient pas... C'est l'une des plus grandes affaires d'espionnage. C'est vrai, et ils n'auraient pas été condamnés à 20 ans de prison. Mais ce qui est paradoxal, c'est que lui qui était perçu comme un traître en Israël était à mes yeux quelqu'un de très fidèle et de très loyal. Mais c'est toute la contradiction du personnage et c'est ce qui fait aussi son intérêt. Mais vous allez vous battre pour lui, parce qu'avec votre maman, je crois que c'est à l'âge de 13 ans, vous allez vous rendre d'ailleurs assez régulièrement en Israël pour lui rendre visite, mais vous allez vous battre auprès de parlementaires de la Knesset, des ministres de la justice israélienne pour justement le faire libérer? Il y a eu deux périodes. Il y a eu une première période jusqu'en 93, jusqu'à l'âge de 13 ans, où je n'avais pas le droit de parler de cette affaire, puisqu'il était tenu au secret et que je devais même l'appeler sous un faux nom. Et puis en 93, les Israéliens ont permis que l'affaire soit sur la place publique. Et à partir de là, nous avons effectivement mené un combat pour le faire libérer. Et je me souviens notamment de ce moment où, alors que j'avais 13 ans, j'ai discuté avec une ministre pour lui dire aidez-nous à faire libérer mon grand-père. Et à l'époque, d'ailleurs, elle nous a aidés. Et avant vos 13 ans, quand vous aviez 6-7 ans, c'est à ce moment-là qu'il fallait mentir, ne rien dire aux copains de classe, à personne d'ailleurs? C'est vrai, je n'avais pas le droit d'en parler et quand j'allais lui rendre visite, j'avais une trouille bleue qui était de me tromper et de dire son vrai nom. Vous l'avez fait une fois, vous vous êtes trompé, non? Et je l'ai fait et également une fois, j'en ai parlé en classe et j'avais très peur qu'on me prive de mon droit de visite parce que ma mère, qui elle en avait parlé, a été, elle, privée de son droit de visite et n'a pas pu voir son père pendant plusieurs années. Et je n'avais pas envie d'être soumis au même sort. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel type d'informations il a pu fournir à l'URSS? Parce que Marcus Klingsberg, il dirige en Israël, c'est quand même une carrière importante, un institut de recherche qui est important. C'est un médecin épidémiologiste, donc on fait tout de suite le rapport avec évidemment des armes bactériologiques. Est-ce qu'il y a pu y avoir ce genre d'échange? Ce que je sais en tout cas, c'est que mon grand-père a dirigé un institut qui fabriquait des armes chimiques et biologiques en Israël, des armes interdites. Cela dit, il n'est jamais entré dans le détail ou n'a jamais révélé le contenu de ce qu'il avait livré aux soviétiques, pas plus d'ailleurs que le contenu de ses recherches dans cet institut-là. Et j'avoue, à titre personnel, que moi je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Lui n'a jamais livré ses secrets. Et non, et lui n'a jamais voulu nous en parler. Je pense qu'il considérait que nous en parler, c'était d'une certaine manière nous mettre en danger. Et il ne souhaitait pas le faire. Il y a cette volonté de sa part, évidemment, de vous épargner, de vous protéger, mais est-ce qu'il n'y a pas cette même réaction que vous avez? C'est-à-dire qu'on a l'impression, tout au long de votre livre, qu'à chaque fois que vous entrouvrez la porte pour savoir ce qui se passe, pas très envie de l'ouvrir complètement, vous n'avez pas envie finalement de voir à nu ce grand-père que vous admirez, que vous aimez. C'est vrai. Il y a sans doute cette part de déni chez moi, sans doute parce que si j'ai quelque chose à reprocher à mon grand-père, ce n'est pas tant d'avoir espionné, mais plutôt d'avoir travaillé si longtemps sur ces armes, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas de belles armes. Mais vous ne lui trouvez pas d'excuses, mais peut-être, dites-moi si c'est le cas, votre mère dit qu'il y a un contexte de guerre froide qui pourrait donc expliquer qu'il est basculé en faveur d'un camp plutôt que d'un autre. Vous pensez que le contexte, parce qu'il faut comprendre où on était à ce moment-là. Bien sûr, le contexte était très différent, il y avait deux camps, c'était la guerre froide. Moi, en tout cas, ce que je comprends et ce que j'admire chez mon grand-père, c'est à la fois cette fidélité à un pays qu'il a sauvé, il n'a pas oublié ceux qui lui ont tendu la main, et puis aussi cette capacité à résister à tout et à ne jamais lâcher. Quand il est entré en prison, il était déjà âgé, personne ne pensait qu'il sortirait vivant. Moi, mon rêve à l'époque, c'était de voir mon grand-père libre, et finalement, il a tenu bon. Mais vous l'avez vu libre, il est ressorti, je l'ai vu libre. Il est revenu à Paris. Je l'ai vu libre, effectivement. Personne ne croyait d'ailleurs qu'il allait tenir aussi longtemps. Et effectivement, il a fini par s'installer. Mais comment réagit après l'homme que vous êtes devenu? Parce que le petit garçon de 6 ans allait le voir en croyant qu'il était à l'hôpital. On ne vous a jamais dit qu'il était dans une prison. Après, j'imagine avec l'âge, vous avez compris. Quand il revient, ce grand-père à Paris, comment vous l'accueillez, vous? J'étais heureux, parce que c'était l'accomplissement d'un combat que j'avais mené et dont je ne savais pas qu'un jour il aboutirait. Et il a abouti. Il y a une grande héroïne dans ce livre. Oui, c'est ma grand-mère. C'est peut-être même la véritable héroïne. Oui, sans doute. Ma grand-mère a un parcours un peu différent, puisque elle, pour le coup, elle a vécu elle était juive polonaise aussi, mais elle a vécu la guerre en Pologne. Elle a fui le ghetto. Et c'est vrai que c'est une figure que j'ai beaucoup admirée, qui est morte bien avant mon grand-père, mais qui, elle aussi, m'a beaucoup marqué. Qui a emporté aussi des secrets avec elle, sûrement. Tout à fait, puisqu'elle a espionné également, mais elle n'a jamais avoué. Et, du
coup, elle n'a pas été incarcérée. Comment cette histoire vous a façonné? Comment a-t-elle influencé l'engagement politique que vous avez aujourd'hui, qu'on connaît? Vous êtes un militant communiste. Est-ce qu'on peut y voir des germes? Bien sûr, ça m'a d'abord formé au combat, parce que je me suis battu pour la libération de mon grand-père. Mais je dirais qu'au-delà de ça, mon grand-père ne m'a pas appris le communisme comme on apprend à Bréviaire, pas du tout. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir moi-même subi une forme d'humiliation, de mépris social, quand j'allais le visiter dans des conditions difficiles, tout ça m'a ouvert, je pense, à la souffrance des autres. Et m'a rendu la souffrance insupportable. Et je pense qu'en cela, ça m'a peut-être rendu communiste et contribué au parcours qui est le mien aujourd'hui. Oui, alors justement, qu'est-ce qu'il incarne pour vous, le communisme, aujourd'hui? Parce qu'on le sent bien à travers ce récit, que vous êtes pétri de valeurs, de combats contre l'inégalité, ce que vous faites d'ailleurs à la mairie de Paris pour les hébergements d'urgence. Qu'est-ce qu'il représente encore, le communisme, aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que à la fois je partage les valeurs de mes grands-parents, la justice, l'égalité. Dans le même temps, mon communisme n'est évidemment pas le leur. Et je ne suis en rien nostalgique de l'Union soviétique ou des pays de l'Est. Le communisme, il faut le réinventer. Mais ce que je vois partout dans le monde, c'est aussi cette quête de justice et d'égalité-là. Quand je vois ce qui se passe en Europe, Podemos par exemple, même ce qui se passe aux États-Unis avec Bernie Sanders, tout ça montre qu'il y a une soif de justice. Et c'est ça qui, à mes yeux, incarne l'avenir. Dès que vous finissez, je crois, Yann Brossa, Normal Sup, c'était en 2002, c'est ça? Vous avez déjà choisi votre voie? Vous savez ce que vous voulez faire? Pas tout à fait, parce qu'à l'époque, je voulais être journaliste. Parce que les téléspectateurs ne connaissent pas tout votre parcours. C'était ça, au départ, c'était le journalisme. Au départ, je voulais être journaliste. Et puis, j'étais élève à Normal Sup. J'ai essayé de faire un peu de recherche et ça ne m'a pas plu plus que ça. J'ai passé donc mon agrég de lettres et après, j'ai enseigné plusieurs années à Sarcelles, en banlieue parisienne. C'était de belles années d'ailleurs. J'avais envie d'être utile et en enseignant, puis en faisant de la politique, j'estime que c'est un moyen d'être utile. Je vous avoue que quand on referme ce livre qui est vraiment passionnant, je conseille aux téléspectateurs, on vous regarde différemment, j'allais dire, parce qu'on voit toute l'histoire familiale, tout ce que vous portez en vous. C'est vraiment une histoire qui n'est pas anecdotique, c'est l'une des plus grandes affaires d'espionnage en Israël. Comment vous la portez aujourd'hui? Comment vous la racontez à vos proches qui n'ont pas connu cela et qui font partie de votre vie à présent? Est-ce que vous en parlez facilement? Est-ce que ce n'est pas une fierté, on imagine, mais ça reste... J'ai fini par en parler plus facilement et par accepter cette histoire. Mais je n'ai jamais eu honte de mon grand-père et je pense que cette histoire m'a formé, évidemment. Et aujourd'hui, je l'assume tout à fait. Est-ce que ça pourrait être la suite pour un livre? On verra. Pour un film, plutôt. Pour un film, oui. Pourquoi pas. En tout cas, ce serait peut-être une bonne idée. Ouais. Dernière question, le grand-père, il est toujours... Mon grand-père est décédé le 30 novembre dernier. Alors que j'avais déjà commencé à écrire le livre. Mais c'est peut-être ça, le déclic, justement, pour écrire ce livre? Peut-être. En tout cas, je pense qu'il aurait été heureux de ce livre, qui est aussi un hommage que je lui rends. Si vous deviez le définir au-delà de l'agent double, au-delà de l'espion, qu'est-ce que vous diriez plus personnellement de lui? Un résistant. Et je pense que c'est le qualificatif qui lui correspond le mieux. Pardonnez-moi, on va conclure, mais c'est peut-être cela le plus troublant. Un résistant, c'est-à-dire, pour vous, quelle cause a-t-il, contre quoi s'est-il battu? L'antifascisme, le combat contre les nazis et contre toutes les formes d'injustice. C'est sans doute ce qui le caractérise le plus. Merci Yann Brossa, c'est un plaisir de vous recevoir et de se plonger dans cette histoire que je présente, L'espion et l'enfant, chez Flammarion, mon grand-père, agent de Moscou, et aux téléspectateurs, lecteurs de faire leur opinion. Merci encore d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission et comme d'habitude, ce sont les moments choisis, c'est le zapping Public Sénat. Siffler, huer l'exécutif, est-ce justifiable? Oui, c'est justifiable. Autant il y a des moments pendant lesquels je considère que ces comportements ne doivent pas avoir lieu, par exemple le 14 juillet ou des cérémonies patriotiques évidemment, ou le 11 novembre. Autant ici, c'est un salon professionnel, le président de la République vient, et bien il rend des comptes. Alors il s'agit de rester dans une certaine limite évidemment, mais la colère agricole, on ne peut que la comprendre.
Ce que nous voulons maintenant, ce sont des mesures très fortes. Nous en avions déjà obtenu au mois de septembre avec un plan d'aide de 500 millions pour l'élevage, dont 62 millions pour la France. Mais nous voulons qu'il y ait à nouveau des mesures de stockage privé, c'est-à-dire des mesures qui fassent baisser l'offre sur le marché, des mesures de soutien au prix d'intervention, notamment dans le domaine du lait, des mesures de soutien aux exports, des mesures pour lever l'embargo, en particulier l'embargo sanitaire vis-à-vis de la Russie. Et tout cela, évidemment, c'est l'intérêt de l'agriculture française, mais nous pensons, nous avons d'ailleurs été soutenus par beaucoup de pays européens, que c'est l'intérêt de l'ensemble de l'agriculture européenne. Lors d'une crise sanitaire, un éleveur est toujours très fortement impacté. On a connu des abattages de cheptels laitiers dans les temps où il y avait beaucoup de brucellose, où parfois il y avait quelques décennies de sélection des animaux. C'est dramatique. Donc la seule solution qui reste pour ces éleveurs-là, c'est la véritable solidarité nationale. Alors reste à savoir jusqu'où doit aller le curseur. Il faut que le ministère se mette d'accord avec les organisations d'élevage pour savoir quelle est la réelle perte. Mais on est obligé de trouver une solution pour les indemniser, autrement ils ne peuvent pas survivre. Veaux, vaches, cochons, couvées, mais aussi drones, GPS, tracteurs connectés et réseaux sociaux. Contrairement à certaines idées reçues, les agriculteurs ont une pratique ancienne du web et sont plutôt en avance en matière de technologie de pointe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 67% des éleveurs qui ont un outil connecté. Ça veut dire qu'il y en a 50% qui ont évidemment un ordinateur, plus de 25% qui ont des tablettes tactiles et ce sont au service de l'optimisation de leur exploitation. C'est une race locale qui fait partie des 6 dernières races qui existent en France. Donc on l'a sauvé in extremis. Donc il y a une trentaine d'années, il restait peut-être 30 cochons. Le circuit court, donc la vente directe, a stimulé... a été générateur d'emploi aussi. Générateur d'emploi, a stimulé la diversification sur les fermes, puisque au fur et à mesure que les gens voulaient des produits différents, on s'est mis à les produire sur le quartier. Donc des 4 paysans qu'on était au début, aujourd'hui on est 11 sur les mêmes fermes, et plus des salariés. Vous insinuez tous les deux qu'on pourrait échapper à la grande distribution, tout en créant des emplois? Mais on y échappe totalement, et on crée des emplois. Après, on ne produit pas tout, parce qu'on ne vend que ce qu'on produit, donc quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et ce qui est très surprenant, c'est que malgré la crise qu'on évoque à longueur d'émission, eh bien, les lycées agricoles, les collèges agricoles, les grandes écoles ne désemplissent pas. Non. Comment expliquer ce paradoxe finalement? Enfin, je pense que le métier passion explique beaucoup de choses. Après, c'est pas. Enfin, ils ont une vision positive de l'agriculture, malgré tout ce qu'on voit. On est en période de crise et je pense qu'il est important de se poser les bonnes questions. Et la réponse, je crois que c'est vraiment de se réapproprier la commercialisation de nos produits. En vendant directement leur viande aux consommateurs et en produisant eux-mêmes la nourriture de leurs troupeaux, Damien et son frère ont voulu leur exploitation la plus autonome possible. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'info. Et l'invité, c'est le député Les Républicains et candidat à la primaire Bruno Le Maire. Je vous retrouve quant à moi de 22h à 23h30. À noter, mercredi, l'invité exceptionnel du grand entretien, c'est la grande cantatrice Barbara Hendricks. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.